Salut tout le monde, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes comment qu'on appelle ça là? D'habitude les cartes ils ont des noms là, c'est genre UFC Ronaville 2, Smith contre Teixeira, là, aussi connu sous le nom de l'Esti de Fight Night Nowhere de mercredi soir qui va définitivement avoir lieu et personne ne sait vraiment pourquoi. Écoutez, vous pouvez me dire, moi je suis vraiment hype là, pour l'UFC 249, la carte est à stack, c'est un gros événement, c'est écœurant. Je pense pas que tu peux me dire ça pour cette carte-là, mon petit chum, pour vrai. Je pense pas que c'est une personne qui est comme, oh, ouais, hey, moi j'ai hâte de voir Sijara Eubanks contre Sarah Morris. Ça fait des mois que je l'attends, cette fight-là, ça a été cœur. Donc, non, c'est ça. Écoute, mercredi soir, ça va faire de quoi à faire. Fight Night, je pense pas que ça va être vraiment bon, mais je suis là pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour chacun de ces 11 combats-là, dont le combat principal. Un combat qui est mis sur pied depuis un bon moment. Ça fait longtemps que ces deux-là doivent s'affronter. Puis ça va finalement avoir lieu à Jacksonville un mercredi soir. Anthony Smith, Glover Teixeira, c'est chez les poids Milo, 205 livres. Et puis, écoute, Anthony Smith, là, c'est pas mal le prototype parfait chez les 205 livres. Tu donnes plus de capacité athlétique à ce gars-là. Pour vrai, man, c'est un world champ là, à ce poids-là. C'est sûr que faut que tu enlèves comme un peu John Jones de l'équation, because John Jones, là, mais le gars est tough, est durable, a du cardio, ne se fatigue pas. T'sais, il est quasiment impossible à finir. T'as plus de chances de te fatiguer à essayer de finir Anthony Smith, puis que c'est finalement lui qui finit par te finir, que de vraiment finir Anthony Smith. Donc, tu sais, un des gars les plus difficiles à affronter dans la division, quelqu'un que tu peux jamais prendre une seconde de break parce que c'est quelqu'un qui va commencer ses combats lentement, mais va prendre du galon plus le combat va arriver. Et puis, un moment donné, va nécessairement trouver l'ajustement, la place où il peut t'exploiter. Puis il est tellement complet qu'il peut t'exploiter partout. C'est un bon striker. Il est quand même grand. Il a un bon range management. Aussi, il travaille bien avec son jab. Il est capable de travailler en volume, mais aussi capable de placer des shots, des power shots pour te faire mal. Absolument génial dans les clinches. Bon pour contrôler les positions, oui, mais il est aussi bon pour passer des coups de coude, passer des coups de genoux, punir les gens dans le clinch. Souvent, c'est quelqu'un que tu vas essayer de lutter, Anthony Smith, puis tu vas te retrouver dans le clinch avec lui, tu vas te manger deux bons coups de genoux dans le ventre, un coup de coude dans la face, tu vas te faire fendre, puis après, ben, ça va un peu moins te tenter d'essayer de l'amener au sol puis de le clincher de cette façon-là. Puis au sol, très 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 sous-estimé, Anthony Smith. C'est une black belt, il est bon, on l'a vu, tu sais, avoir des moments où il était sur son dos, puis c'est comme pas quelqu'un qui panique aussi. Je pense que c'est ce que j'aime le plus, surtout depuis que c'est comme un peu devenu un main event fighter. C'est pas quelqu'un qui panique. Il sait qu'il y a 5 rounds devant lui. Tu sais, des fois, il commence ses combats slow. Là, il se fait takedown, puis il passe un round sur son dos, puis tu sais, il bite son time. Le gars, il sait, il est pas en danger, il a du temps, puis il est très bon pour gérer ce temps-là. Il sait quand il peut prendre peut-être un petit moment pour reprendre son énergie, refocuser ce qu'il est en train de faire, puis il sait exactement quand c'est le temps d'y aller all-in, quand c'est le temps d'y aller balls to the walls, parce que là, son adversaire est fatigué, puis lui ne l'est pas encore, puis c'est le temps de mettre un terme au combat. Il sait quand le faire, puis il le fait très bien. Ceci étant dit, c'est un mauvais match-up pour Glover Teixeira, parce que Glover, tu sais, moi, je l'aime encore beaucoup parce que j'aime les combattants qui se font pas d'illusions. Puis Glover ne se fait vraiment pas d'illusions. C'est plus le Glover que c'était. C'est plus quelqu'un qui va walk-in dans le pocket puis qui va justement essayer de peut-être aller chercher de clinch pour dirty box. Ou juste rester vraiment à boxing range parce qu'il y a un très bon power de là, mais c'est plus ça. Il n'y a plus le power qu'il avait, il est plus rapide comme il était. Surtout, le gars est vraiment plus lent qu'avant. Et puis, ben, crime, ça fait que... T'sais, il est encore très bon parce qu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit amener ses combats au sol, aller chercher du ground and pound, travailler pour prendre le dos puis passer un rear naked choke. Ou juste travailler en ground and pound, aller chercher des TKO. Puis il fait très très bien contre encore de très bons adversaires. Mais Anthony Smith est comme trop jeune et trop robuste pour lui, d'après moi. Puis c'est juste ça qui va rendre ce combat-là très difficile. Je vois pas Glover être capable de vraiment coupler ses takedowns sur Smith. Je le vois se faire punir dans le clinch, se faire mal. Puis oui, peut-être que Smith va commencer ses combats plus tranquillement comme d'habitude, mais j'ai pas l'impression que c'est un combat où Smith va vraiment avoir à faire un comeback. J'ai comme un peu l'impression que ça va être une tâche assez simple pour lui dans ce combat-là. Je l'ai donc par TKO au 3e round. Ensuite, chez les 265 livres.
Big Ben Rothwell affronte OSP, Ovince Saint-Preux qui a juste dit qu'il coupait pas de poids puis qu'il s'en allait se battre contre un poids lourd pour le show. Et puis tu sais, je sortirai bien les petits détails techniques de ce qui va arriver ici. J'ai juste l'impression qu'on a unmotivated OSP. Puis il y a deux OSP. Hein? Il y a Ovince Saint-Preux qui se pointe dans un title fight contre John Jones puis qui fait très bien. Puis t'as OSP qui perd contre des gens qui auraient absolument jamais dû perdre parce qu'on dirait qu'il est juste là à même pas vraiment essayer de gagner. OSP en pleine pandémie, qui coupe pas de poids, qui se bat contre un des plus gros poids lourds, puis qui dit ah non, moi, je suis pas un heavyweight, les gars, là, je resterai pas heavyweight, c'est juste que présentement, ça me tente pas de couper du poids. C'est pas ça qui me fait croire qu'on est en présence du OSP le plus motivé. Donc, genre, pour cette raison-là uniquement, je vais y aller avec Ben Rothwell dans ce combat-là. Au moins, Ben Rothwell, il est jamais tant motivé, mais il est gros, il est capable de stalker, puis de mettre un ou deux coups de poing, un en arrière de l'autre à chaque 25-30 secondes. Donc, ça va peut-être être plus que OSP va faire dans le combat. Donc, j'ai Rothwell par décision. Ensuite, 155 livres, on a Alexander Hernandez qui affronte Drew Dober. Et puis, ben, écoute, tu sais, Drew Dober, c'est un combattant qui est complètement transformé depuis son arrivée dans l'UFC. Il est passé littéralement là, d'un volume Muay Thai striker, quelqu'un qui veut, tu sais, qui quand même kicker beaucoup, qui met pas vraiment aucun pop dans ses punches parce qu'il veut en lancer beaucoup, à un power puncher, là, un gars qui va essayer de draw in des attaques puis te plugger sévèrement en retour avec des counters et puis frappe très fort, a beaucoup de KO à sa fiche, a aussi beaucoup amélioré sa lutte offensive, qui est maintenant capable justement de faker overhand, y aller avec un takedown, aller chercher du contrôle au sol, aller chercher des positions, du ground and pound, c'est des choses qui comptent pour beaucoup dans des combats quand tu es capable de faire ça. La seule affaire, cependant, que j'ai pas vraiment vu d'amélioration à ce niveau-là chez Drew Dober, du moins pas une amélioration qui est significative, c'est au niveau de la lutte défensive. Puis on s'entend. C'est pas mal ça que ça te prend pour battre Alexander Hernandez qui, oui, est arrivé dans l'UFC avec un gros KO en quelques secondes pour te dire, oh, il est dangereux, ça a l'air d'un bon striker, ça a l'air, mais non, c'est pas ça, pas à tout, c'est juste un gars que, oui, il y a des bons setups pour passer de striking à grappling, mais principalement, ce gars-là, là, il veut te coller dans la cage, être très lourd sur toi, tout wrestle de là. S'il peut aller chercher des takedowns de là, puis du top control, ça lui fait plaisir, mais il est pas, tu sais, c'est pas nécessaire. Le gars est vraiment très content de te coller dans la cage, de te lander quelques petits coups de genoux, des petits coups de dirty boxing de là, pour s'assurer de mettre du dommage sur toi, puis surtout de wear on you. C'est pas un gars qui va te faire tant, genre, mal, dans le sens, oh, il m'a fendu, il me ci, il me ça. C'est quelqu'un qui va juste être très lourd, te faire travailler constamment, puis te drainer toute ton énergie. Puis bien sincèrement, j'ai pas confiance en la lutte défensive de Drew Dober dans un match-up comme ça. Donc j'ai Hernandez par décision ici. Ensuite, 135 livres, Richard Simon affronte Raymond Borges. Et puis, écoute, Ricky Simon, c'est un bon fighter, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas cliqué dans sa game encore. Tu sais, souvent, je le vois faire des petites choses individuelles qui sont vraiment excellentes, qui sont vraiment très bonnes, mais on dirait qu'il n'y a rien de tout ça qui forme un tout cohérent qui fait qu'il est capable de vraiment gagner ses combats. Donc, c'est un peu toujours le même scénario avec lui. Soit qui sort un lapin de son chapeau, le gars a quand même une bonne guillotine, il a quand même des bonnes soumissions, il a l'air assez opportuniste, s'il te fait mal, il est capable de sauter sur un TKO, mais en dehors de tout ça, s'il ne réussit pas à trouver cette étincelle-là dans ce combat-là, va sûrement la majorité du temps se retrouver dans des combats super serrés qu'il ne gagne pas nécessairement. Et puis on a vu Ray Borg dans beaucoup de combats serrés aussi. Puis tu sais, Ray Borg va être beaucoup plus petit que lui dans ce combat-là, mais Ray Borg, je pense, va être beaucoup plus athlétique, beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide. Puis, quand tu affrontes un lutteur comme Ray Borg, quelqu'un qui a littéralement deux affaires qu'il veut faire, c'est te takedown, puis après, c'est de se téléporter dans ton dos. Je pense qu'être plus grand, c'est un désavantage parce que Ray Borg, il est comme plus petit, donc il a moins besoin de s'ajuster en level change pour sauter direct dans tes hanches puis te faire vraiment chier à cet effet-là. Donc, je pense que ça va être très serré. Je pense que ça va être back and forth, ça va être bon. Le Ricky Simon, c'est un action fighter, là, basically, qui grapple, qui strike, qui clinch. Il y a toujours de l'action, il n'arrête jamais de travailler. Peut-être son cardio va être le plus gros issue pour Ray Borg dans ce combat-là. J'ai vu Borg se fatiguer là, en fin de combat et avoir un peu moins de succès. Est-ce que ça pourrait être un genre de upset win comme genre Ray Borg contre Casey Kenny? Peut-être, mais si je regarde ça sur papier, j'ai pas le choix d'y aller avec Ray Borg par décision ici. Et ça nous mène
Au dernier combat de la main, le premier combat de la main card en fait, mais le dernier duquel on va parler sur la main card, c'est Marvin Vettori qui affronte Carl Roberson chez les 185 livres. Puis j'ai comme un genre de tropes dans la tête, talent contre efficacité. Tu sais, Carl Roberson me fait peut-être un peu penser à Ricky Simon, mais tu sais, c'est zéro le même genre de fighter, mais dans le sens que c'est un bon striker, il est technique, il fait bien des choses. Des fois, je l'ai vu avoir des éclats de au sol en grappling, de finir un running quelque chose, faire une belle transition. Mais on dirait que c'est pas encore un tout qui est complet et cohérent chez Carl Roberson. Puis il me semble que Marvin Vettori, c'est juste ça. Tu sais, c'est pas tant un bon striker. C'est pas un bon lutteur tant que ça non plus. C'est pas le meilleur clinch fighter, mais il est assez bon dans tout, puis il est assez bon pour tout faire ça en même temps, qu'on a vraiment un fighter complet. C'est un gars qui va arriver, qui va travailler pendant 15 minutes, puis sa game est cohérente, même si c'est pas écœurant, même si, tu sais, d'après moi, quand il va arriver contre les fighters élites dans la division, il va avoir beaucoup de misère parce qu'il n'y a juste pas ce niveau de talent-là, mais il fait tout bien, il fait tout vraiment très très bien. C'est un fighter qui est cohérent dans sa game. Puis j'ai comme, tu sais, Roberson, c'est sûr que tu mets les deux dans un combat de pure striking. D'après moi, Roberson gagne ça assez facilement. Mais est-ce que Roberson va être capable de justement travailler contre Vettori dans le clinch? Je pense que ça va être un gros aspect de la stratégie pour Vettori ici. Est-ce qu'il va être capable justement d'avoir une garde active pour être capable de se relever quand il va se faire nécessairement takedown par Marvin Vettori dans ce combat-là? Je le sais pas. Fait que j'ai comme juste l'impression qu'on a un fighter qui est très talentueux, fait de très belles choses, qui est un très bon prospect en Carl Roberson, qui affronte le combattant en Marvin Vettori, qui est complet, qui a une game établie, qui sait ce qu'il fait, va de l'avant. Rafael Cordero, Kings MMA, man, on va de l'avant, on back up, on met du dommage sur notre adversaire. On est capable de travailler dans tous les aspects de la game. Puis d'après moi, ça va lui amener une victoire aussi par décision. Ensuite, on tombe sur les prelims et on a Andrei Arlovski qui affronte Philippe Lins qui nous arrive tout droit de la PFL. Je pense qu'il a peut-être gagné la première saison de la PFL chez les heavyweights, si je me rappelle bien. Il me semble que c'est des Russes, là, Isaev ou quoi de même, qui a gagné la deuxième saison. Bref, regarde. En tout cas, gros Brésilien, knockout artist, affronte Andrei Arlovski, Philippe Lins par KO au premier round. Ensuite, Michael Johnson contre Thiago Moises. Et puis ça, c'est un combat qui me donne beaucoup de difficultés, mais pas parce que c'est genre, oh man, c'est tellement un bon match-up. Mais oui, c'est un bon match-up, ça va être un bon fight, mais c'est comme pas... C'est pas les qualités des fighters qui me donnent de la difficulté dans ce combat-là, c'est leur défaut. Michael Johnson, il est bon, man. C'est un des combattants les plus incompréhensibles dans l'UFC. Il est bon, fait bien les choses, tu sais, généralement. C'est un striker qui est rapide avec ses mains, qui est puissant. Le gars, il a failli faire très très mal à Khabib dans leur début de combat. Il a knocké Dustin Poirier. Il y a des gros highlights, mais il est autant capable de knocker Dustin Poirier que de perdre contre quelqu'un qui devrait jamais perdre contre. Tu sais, un peu le OSP curse, mais quasiment pire que OSP parce que selon moi, Michael Johnson est vraiment... Tu sais, OSP, c'est 100% athlétisme, 0% technique. Michael Johnson est très athlétique, est très puissant, est très explosif, est très rapide, mais aussi très technique. Ce gars-là pourrait être un combattant élite si la petite affaire qui n'a jamais cliquait. L'affaire, c'est que je pense que il est un peu trop tard pour lui à cet effet-là. Et puis, tu sais, j'ai aucune confiance en lui. Puis Thiago Moises, c'est comme... C'est le combattant de Jiu qui n'a pas vraiment de lutte, mais que ça ne le dérange pas parce qu'il est assez bon, tu sais, debout pour se débrouiller. Mais c'est comme, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Michael Johnson ici, autant que ça me déçoit un peu de faire ça. C'est que Johnson va être meilleur que Moises debout, va être plus rapide d'après moi, puis c'est comme, je vois mal Thiago Moises take down un gars comme Michael Johnson. Je pense que c'est l'inverse qui arriverait. Puis moi, avec Johnson, j'essaierais d'éviter ça parce que Thiago Moises a quand même déjà passé un helicopter armbar en MMA. Là. Fait qu'on s'entend que le gars sait se battre de sa garde. Très, très, très dangereux au sol. Puis c'est pour ça que j'ai comme toujours une petite tendance. On se dit, il est tellement bon au sol, tellement un bon joue que j'ai envie de le pick. Mais le gars a peut-être pas vraiment la manière d'amener le combat au sol. Puis un combattant moindrement intelligent ne va pas, tu sais, aller jouer dans sa garde trop longtemps. Est-ce que je peux me fier sur Michael Johnson pour être un combattant intelligent? Absolument pas. Mais je peux pas vraiment plus me fier sur Thiago Moises pour battre Michael Johnson non plus. Fait que, je vais quand même y aller avec Johnson par décision ici. Ensuite, Sijara Eubanks face à Sarah Morris.
Sejara a comme un peu le don d'être vraiment très bonne puis de jamais vraiment gagner, tu sais. Je sais pas trop quoi faire avec cette combattante-là. Son plus gros problème, c'est son cardio, là. Ça, c'est évident. Elle a de la misère à sustain, tu sais, 15 minutes d'action. Mais la fille est littéralement capable d'être compétitive avec Aspen Ladd puis de faire 2 combats excessivement serrés qu'elle aurait littéralement pu gagner. Puis après ça, elle est capable genre, de complètement décevoir après en perdant genre, des décisions un petit peu étranges contre des gens que. C'est un peu un trend, hein, cette carte-là. Voici une carte avec des combattants qui sont quand même assez bons, mais que somehow, une fois sur 2-3, perdre contre quelqu'un contre qui il aurait jamais dû perdre. Puis tu sais, Sarah Morris est comme la définition de quelqu'un contre qui tu ne dois jamais perdre, mais elle va quand même être là dans ta face, puis elle va essayer très fort, mais je pense pas qu'elle a les skills d'une Sejara Eubanks, fait que j'ai pas le choix d'y aller avec Eubanks qui va être une bien meilleure boxeuse. Puis je pense que Sarah Morris, souvent, va réussir à aller chercher un petit edge au sol parce qu'elle a un effet de surprise. Elle n'a pas peur de pull guard, d'essayer des choses de sa garde. Mais j'ai comme. Tu sais, j'ai l'impression que Eubanks est une meilleure grappler que Sarah Morris à la base. Et la boxe des deux, ça sera pas sur le même niveau du tout. Donc pour cette raison-là, j'ai Sejara. Mais c'est ça. Ça nous mène chez les 155 livres. On a Gabriel Benitez, qui n'est absolument pas un 155 livres, mais un peu à la OSP, là, un gars qui ne coupe pas de poids parce qu'on est en pandémie, puis ben, il va couper du poids parce qu'on s'entend qu'il paye. C'est un 145 livres, le gars pèse au moins 160 là, dans la vie, là, ne pèse pas 155 livres, en tout cas, regarde. Couper moins de poids, devrais-je dire. C'est pas tout à fait OSP, mais bref. Puis il affronte Omar Morales, puis tu sais, en temps normal, j'aimerais vraiment cette fight-là, mais on dirait que j'ai vu Benitez être un peu trop fragile dans ses derniers combats. Puis oui, il est vraiment capable d'être compétitif, il a des skills, il est très bon debout. Son striking est de plus en plus éduqué, tu vois, de plus des belles variantes qu'il fait dans ses techniques, ses beaux setups et tout, mais j'ai comme l'impression qu'il va être un peu outpowered puis outmuscled ici par Morales, qui va être super content de se battre contre un gars qui est moins puissant que lui puis qui va être game d'échanger debout avec lui. Fait que j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un très bon combat debout jusqu'au moment où Morales va toucher la cible solidement. Puis le fait que j'ai vu Benitez être de plus en plus fragile à 145 me donne quand même peu d'espoir pour ses chances dans un combat à 155 contre un vrai bon gros 155 livres. Donc j'ai Morales par KO au 2e round. Ensuite, on doit bien être rendu sur Fight Pass, là, à un moment donné, I guess. 135 livres, Hunter Azure affronte Brian Kelleher. Boom boom, Brian Kelleher. Et puis, c'est le genre de combat que Kelleher perd, ça. J'affronte un autre bon lutteur. Kelleher, c'est 100% power, on s'entend. Power overhand, lance que des power hooks, je sais même pas s'il lance un jab. Quand il va avec ses takedowns, c'est tout un power double. C'est pas un gars qui ménage aucune énergie pour rien, puis ça fait que souvent il y a du succès early, puis il fade plus le combat avance, puis ça fait que c'est le contraire d'Anthony Smith. C'est exactement le gars qui commence fort et finit un peu moins fort habituellement. Et puis, ben. Hunter Azure contre Katona, je l'ai vu être quand même constant pendant 15 minutes. Je te dis pas qu'il m'a tant genre wouh. Puis tu sais quand même c'est un bon win le Brad Katona, mais c'est pas un win qui était éclatant, c'est un combat que il a fallu que j'aille re-regarder un peu de tape pour savoir ce qui était arrivé, parce que je savais que c'était arrivé, mais je me rappelais absolument pas d'aucun moment de ce fight-là, ni d'aucune séquence de choses qui étaient arrivées. Mais tu sais, Azure, c'est weird parce qu'il est très jeune dans sa carrière, puis on dirait que c'est un gars que je voudrais voir, tu sais, comme s'améliorer, mais il arrive déjà un peu avec une genre de veteran game, de ouais, je fais pas vraiment rien d'incroyable, mais je fais quand même tout bien, je suis tough, je suis game d'échanger debout, bon clinch, bonne lutte, tu sais, comme tout vraiment bien correct, puis peut-être que, tu sais, c'est le genre de gars à la Jimmy Rivera ou à la Calvin Kattar que, avec le temps, va se trouver, tu sais, vraiment sa voix, puis va devenir comme, un gars qui passe telle soumission, qu'il est bon pour knocker des gens avec tel genre de punch ou XY, mais pour l'instant, il a comme pas vraiment trouvé sa manière là, de mettre un stamp Hunter Azure sur ce combat-là, ou sur ces combats en général, bref, devrais-je dire, mais je pense qu'il va battre Kelleher juste pour le fait qu'il est constant, il est capable d'avoir pas mal le même output pendant 15 minutes, puis c'est quelque chose que Kelleher a beaucoup de misère avec, donc j'ai Brian Kelleher, puis ça nous mène au premier combat de la soirée, un combat de poids lourd. Chase Sherman est de retour, man, dans l'UFC.
le chum Chase Sherman. Et il va affronter Isaac Villanueva. Puis je vais avoir Sherman par KO ici parce que c'est deux gars qui vont être quand même game d'échanger. Puis Villanueva, ben c'est le OSP là, dans ce combat-là. C'est le 205 livres qui move up d'une division. Puis lui, c'est pas parce qu'il a pas envie de couper de poids, mais c'est parce qu'il obtient finalement sa chance dans l'UFC. Mais c'est un gars qui arrive dans l'UFC avec une fiche de 16-9 qui était, tu sais, c'est un journeyman régional. Puis oui, ça se peut qu'il arrive puis qu'il surprenne Chase Sherman. Puis il s'établisse, c'est comme déjà comme, tu sais, un heavyweight de mid-pack, là, tu sais, quelqu'un qui sera pas vraiment jamais dans le top 15, mais qui va pouvoir donner des bons fights, puis qui va perdre contre les meilleurs, mais va battre les moins bons, tu sais, puis ça se peut que ça soit ça, comme ça se peut qu'il se fasse juste allumer ben raide par Chase Sherman, puis qu'il se rende compte que, oui, il devrait peut-être aller se battre à 205 livres dans l'UFC finalement. Chose que je m'attends à ce qu'il fasse, là, nécessairement, dans son prochain combat, là, c'est pas mal un super short notice, chance de rentrer dans l'UFC contre quelqu'un qui a déjà été là, mais qu'on le sait, tu sais, personnellement, qui est pas nécessairement très bon. Donc, c'est une belle opportunité pour Villanueva. Je sais pas qu'est-ce qu'il va réussir à en faire. Moi, basically, j'ai Chase Sherman par KO là, au premier round dans ce combat-là. Mais, à suivre. Ça conclut mes analyses de prédiction pour cette carte-là. Vous me direz ce que vous en pensiez. C'est quoi vos pics? Êtes-vous content? Êtes-vous pas content? UFC mercredi soir, qu'est-ce que vous en faites? On se rejase de tout ça. On va sûrement avoir un petit podcast pour recap ça. Et puis, preview l'UFC de samedi, le plus tard dans la semaine. Je pense qu'on va inviter MVP Rog sur le podcast. Fait que stay tuned for that. Puis c'est ça. On se check les petits boys. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.